Bonjour à toutes et à tous. On va parler effectivement dorénavant, suite à cette leçon de géopolitique, d'infrastructures sensibles qui sont particulièrement prises pour cible en cette année. En 2025, nous sommes tous très férus de numérique, également ici dans la salle. Le numérique, c'est ce qui est notre commun à tous. Nous le défendons. Nous sommes tous coutumiers des nids de service, des fuites d'informations. Mais en 2025, l'impact du numérique devient cinétique. Il a trait directement à la matière. Il commence à arrêter des trains, à faire disjoncter des centrales. Il touche à notre quotidien à tous. Notre quotidien à tous, qu'est-ce que c'est? Merci. C'est par exemple le chauffage qui nous tient éveillés en ce moment dans cette salle, durant cette conférence. Ce sont les transports en commun qui vous ont permis de venir ici et peut-être de braver la neige la semaine dernière. C'est l'éclairage qui actuellement, au moment où je vous parle, m'éblouit et m'empêche de vous voir ici. Tout ceci fait partie de nos infrastructures critiques et c'est le thème de cette présentation. Tout d'abord, pour dérouler ce postulat, nous allons parler de ce que j'ai appelé le front numérique. Pour ceci, sortons nos cartes. Nous voyons ici un planisphère issu d'une publication commune de plusieurs États occidentaux qui pointent du doigt le GRU et les acteurs pro-russes, qui sont particulièrement agressifs en 2025 à travers des campagnes d'attaque visant les services logistiques occidentaux de soutien à l'Ukraine. Voyons ça un peu plus en détail. La BBC rapporte que toute entreprise qui est concernée de près ou de loin par des flux de denrées ou des flux d'aide ou des flux militaires logistiques entre l'Europe et l'Ukraine, dans le cadre du conflit russo-ukrainien qui dure depuis maintenant 4 ans, est pris pour cible. France 24 va plus loin et pointe directement du doigt les acteurs pro-russes, Fancyber, aussi connu sous le nom de APT28. Et Fancyber ou APT28, voilà, ils sont clairement donc le bras armé de la guerre hybride fomentée par les Russes. L'objectif n'est plus simplement de d'effacer encore une fois des postes de travail ou de compromettre des infrastructures IT informatisées. L'objectif est clairement de récupérer des informations de flux logistiques, des shipping manifestes, ou attenter à l'arrivée de ces flux logistiques à travers du sabotage. Prenons un autre exemple et mettons-nous cette fois-ci dans l'œil de l'Ukraine, ou plutôt dans l'œil de Moscou. C'est pas moins de 10 000 caméras de vidéosurveillance, dont 80% en Ukraine, qui ont été compromises par les activistes russes à des fins de surveillance logistique, mais aussi de préparation de frappes cinétiques. Comment ont-ils fait? Très simple. Reconnaissance du réseau à travers le protocole permettant la transmission du flux vidéo. Masquage de nos empreintes à travers la navigation sur différents routeurs ennemis compromis. Exploitation par force brute de configuration usine des caméras de vidéosurveillance avec des logins mots de passe par défaut. Et enfin, récupération des informations des caméras qui répondent, notamment des snapshots vidéo ou des métadonnées utiles à la compréhension du contexte des flux logistiques ou des flux militaires associés. Donc le front numérique, dorénavant, passons à un front en mer Rouge, où une réelle opération de toucher-coulé a eu lieu. Vous avez peut-être entendu parler du MSC Antonia, un bateau de porte-conteneurs de 300 mètres qui s'est ni plus ni moins échoué sur un banc de sable en mer Rouge suite à l'usurpation de son système de navigation et son système GPS. On parle plus communément ici de GPS spoofing. Donc quand des bateaux viennent à être coulés en pleine mer Rouge ou d'ailleurs même aussi reroutés en Méditerranée, puisque c'est ce qui s'est passé à travers la prise en main d'un site gouvernemental italien de déclaration maritime par un adolescent. Voilà, le front numérique, il est un petit peu diffus, mais l'impact cinétique, il est bien réel. Passons maintenant aux infrastructures très sensibles, et partons en Norvège pour parler du secteur de l'eau. Vous voyez ici sur cette vidéo une image du barrage de Brémanger, situé dans l'ouest de l'Ukraine, de la Norvège, pardon, excusez-moi. Nous avons également ici une capture d'écran d'une vidéo des acteurs pro-russes The Alliance, qui montre une interface homme-machine de prise de contrôle à distance d'une vanne d'ouverture de ce même barrage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ni plus ni moins compromis cette interface accessible depuis Internet avec des mots de passe par défaut pour délivrer dans la rivière en aval 7 millions de litres d'eau.
soit l'équivalent de 3 piscines olympiques, ça représente environ 500 litres par seconde, pendant 4 heures. 4 heures, c'est le temps qu'il a fallu aux opérateurs de maintenance locale pour se rendre compte de la catastrophe et intervenir. Fort heureusement, pas de dégâts matériels ou humains, mais un vrai message passé par les acteurs pro-russes. Nous sommes ici, nous avons accès à vos principaux systèmes d'énergie. Attention à comment vous vous comportez sur la scène internationale où nous pourrons sévir davantage. L'eau devient l'or bleu pour les cyberattaquants. Partons maintenant en Pologne, où une attaque, encore une fois, contre le secteur de l'eau a été déjouée. La Russie, toujours pointée du doigt par le vice-premier ministre polonais, qui fait état d'une attaque déjouée à la dernière minute sur une des villes les plus grandes démographiquement du pays, sur son système d'approvisionnement en eau. Le vice-premier ministre polonais déclare « Toute attaque russe, nous arrivons à les déjouer, en tout cas 99% d'entre elles, nous arrivons à les déjouer. » Pour autant, il suffit d'une fois, et la Pologne est sous le joug d'attaques répétées contre ces infrastructures critiques. Notamment ici, vous voyez une chronologie depuis fin 2024 à nos jours, enfin 2025, des attaques répétées contre différents systèmes d'eau, et notamment ici, une attaque répétée, d'abord en échec, mais ensuite réussie, sur une usine de traitement d'eau dans laquelle on a toujours prise en main à distance d'une interface homme-machine compromise pour monter en régime des turbines de la station et augmentation des niveaux d'eau, ceci créant un arrêt d'urgence de la production. Parlons maintenant d'un acteur assez éphémère, le groupe de cyberattaquants Tunet. Tunet se vante d'avoir compromis une station de traitement des eaux en Pologne avec des systèmes SCADA à revendre, des informations sur les systèmes de contrôle d'acquisition de données. Comment ont-ils fait? Encore une fois, c'est un cas d'école. Accès à distance sur des interfaces exposées, utilisation de credentials par défaut, découverte avec les protocoles industriels qui sont donc en clair, persistance avec création de comptes admin pour pouvoir rebondir sur d'autres infrastructures, prise en main via exploitation d'une vulnérabilité qui aura d'ailleurs donné lieu à la création d'une KEV au niveau du CISA, d'une non-exploit vulnerability, ceci à des fins de compromission des infrastructures, de vol d'informations, mais aussi de sabotage. On dénote a priori aux US pas moins de 400 interfaces homme-machine de ce type, ou interfaces de contrôle industriel, qui sont exposées sur Internet dans le secteur de l'eau. Au final, coup de tonnerre pour Tunet, puisque la station qu'il pensait avoir attaquée était un leurre. C'était un honeypot de l'éditeur Forscout, qui avait reproduit, ni plus ni moins, en simulation haute fidélité, une station de traitement des eaux. Et c'est là où on voit que l'amateurisme d'attaquants qui sont historiquement très férus de DDoS ou de déni de service, malgré tout, sont quand même en capacité de faire des dégâts assez importants lorsqu'ils arrivent à prendre la main sur des systèmes de contrôle industriel. Fort heureusement, dans le cas présent, s'agissant d'un leurre, les impacts étaient minimaux, mais ça a conduit à la publication de ce post à droite en septembre sur leur compte Telegram. Ils ont dû mettre la clé sous la porte puisque personne ne voulait forcément acheter les données qu'ils avaient à vendre. Partons maintenant outre-Atlantique avec cette célèbre chanson de Jodassin revisitée. L'Amérique, mais d'abord le Canada, où le Centre national de cybersécurité fait état de plusieurs attaques répétées durant l'année 2025 contre les infrastructures critiques, notamment dans le secteur de l'eau, du pétrole et du gaz, mais également de l'agro-industrie. Aux États-Unis, le système d'alerte citoyen CodeRed a été marqué comme aux abonnés absents pendant l'espace de 2 à 3 semaines dans certains États, suite à une action du groupe d'attaquants Inc. Ransom. Aux États-Unis toujours, et cette fois-ci au Texas, c'est le groupe Quillin Ransomware, qui sera davantage détaillé par certains de mes confrères du Clusif, qui a attaqué des coopératives texanes d'électricité, alimentant pas moins de 50 000 foyers dans l'État, en subtilisant des informations financières importantes, des informations du COMEX, et également des informations sur les incidents opérationnels électriques. Pour ceci, pourquoi pas demain fomenter des actions de sabotage. Partons maintenant, non pas à Pékin, mais en Europe, pour parler de nos bus et de nos transports en commun qui s'électrifient, mais qui deviennent aussi potentiellement la cible demain d'ingérence étatique à travers des boîtiers connectés au niveau des bus du constructeur chinois Yutong. Un test de sécurité d'un opérateur de transport norvégien a permis de montrer que ces bus étaient accessibles à distance par un modem avec carte SIM par le constructeur chinois pour accéder non seulement au diagnostic du bus, mais également au système de contrôle de l'alimentation et de la batterie.
Le Figaro Automobile s'inquiète de notre dépendance croissante aux technologies chinoises. Fort heureusement, il y a une prise de conscience internationale sur le besoin de résilience. Aujourd'hui, le fait de pointer du doigt l'acteur russe ou d'autres acteurs demain un petit peu belligérants comme un ennemi et mettre en place des verrous diplomatiques pour dire ça ne va pas, avec sortie de neutralité même pour des pays comme la Norvège, voilà, ce n'est plus un tabou. Nous avons aussi une réponse financière, par exemple de la Pologne, qui lève 1 milliard d'euros de budget pour sa cyberdéfense. La réponse européenne est également réglementaire. Dans la continuité de Nice 2, Dora et du CRA, nous avons le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques qui commence à voir le jour. Enfin, bonne nouvelle du côté des industriels, avec la naissance en fin d'année dernière de l'association, l'Alliance Estia, une alliance européenne pour la promotion des technologies souveraines en Europe. Je terminerai là-dessus. Et demain, l'IA, on en parle tous. Nous avons vu que nos infrastructures critiques étaient particulièrement vulnérables, obsolètes, exposées. Quid demain du potentiel de décomplexification de l'IA à travers des projets de transformation numérique très accélérés dans ces systèmes d'infrastructures critiques? Merci beaucoup pour votre attention.